Second, it is about the challenges that arise from unregulated AI in defense, which comes to disproportionality and disproportionately affecting the global south. So unregulated AI in defense creates disproportionate risks, especially for the global south. But and this is particularly regarding weaker oversight that amplifies the potential for unintended escalations with civilian harm. Algorithm biases, insufficient safeguards, and asymmetric power in decision-making further exacerbate these challenges. The third is about the need for rigorous testing and oversight. So defense AI systems must undergo extensive real-world testing to prevent unintended consequences. The industry is an essential stakeholder of robust verification, validation, and monitoring processes, ensuring that IA technologies meet ethical and operational standards. And fourth, an inclusive regulatory framework that can bridge perspectives. So global AI governance must integrate Global South perspectives as regulatory efforts under the CCW in Geneva, while shaping AI rules. The forum and other frameworks should also create opportunity for cooperation rather than exclusion. Logistics cooperation frameworks such as the NATO catalog system, which includes more than NATO members, so much more countries participate within the NATO catalog system, such as Brazil, for instance. And those types of frameworks can serve as trust-building mechanisms, enabling new sources of collaborations through legally and ethically structured AI systems or AI governance. And fifth, investing in capacity building and knowledge transfer. So to balance AI governance, training programs for policymakers and defense stakeholders out of the global north in emerging economies are vital. And the defense industry has the potential to bridge knowledge gaps through structured capacity building efforts, partnerships, and technology transfers that align with ethical and legal principles. So as AI continues to shape the future of defense, we must ensure that governance mechanisms are inclusive, ethical, and forward-thinking. The defense industry is not just responsible for developing AI-driven systems, but for sharing the norms and regulations that will define their use, and they are out of these schemes. Our argument is that through logistics cooperation, knowledge transfer, and trust-building mechanisms, we can connect Global South to Global North, fostering collaborative AI governance frameworks rooted in ethical and legal strengths. Let's move forward and see what is the state of art of the regulation under the United Nations CCW, where Luis or Ana? Luis, we'll talk. So, giving a framing of the situation, the CCW is a framework convention designed to regulate and prohibit weapons which may be deemed to cause excessive injury or otherwise they are inherently indiscriminate. And this convention was created in a way to adapt to new technological developments so that you can add new protocols for it. In 2017, the member states decided to create a group of governmental experts to make recommendations to the main body for the creation of a new additional protocol on autonomous weapons. So currently they are negotiating if they should negotiate a new protocol and what measures should be in that protocol. One of the main challenges of the regulation of autonomous weapons is creating a common framework for understanding even what those weapons are. So we currently have no consensual definitions between
the high contracting parties of the CCW, but the most common definition comes from the ICRC, which talks about weapons which have the capability to select and engage targets without human involvement, human intervention, sorry. And this entails the triggering of the critical functions of selection and engagement through sensorial data. Other challenges that stem from this regulation comes from the lack of interoperability between different military doctrines when talking about their procedures, and you need to consolidate in a text information about very specific domains on deployment and acquisition that don't have a common language across the world. And also you are addressing gaps in international humanitarian law that were not dealt with before. So you don't have agreed language, you don't have common language. So talking about the risks of autonomous weapon systems, which are one of the main topics of the discussions. In the 2019 GG report, they created a list of risks, inter alia civilian casualties, injury to civilians, damage to civilian objects, unintended engagements, loss of control of the system, proliferation and acquisition by terrorist groups. But we have mapped new risks identified in the 2024 GGE discussions, and also ways that states cluster them. So the discussions on risks are inherently intertwined with the ethical considerations, which spurred the beginning of these negotiations. And then for that, I will pass to my colleague, Anna. So, while the CCW is still in the main international forum addressing legal autonomous weapons, ethical concerns there may take a back seat in relation to other states' interests. Indeed, many high contracting parties prioritize sometimes strategic advantages over potential humanitarian risks. So, for example, some states argue that lethal autonomous weapons are not different from other weapon systems already accounted by the international humanitarian law. But one key risk generator about autonomous weapon systems, autonomous weapons, is its unpredictability related to the very nature of artificial intelligence. And unlike traditional weapons, AI-powered systems do not always behave as expected. This is because today's AI is almost synonymous with machine learning, and this means that they are able to adapt based on feedback and sometimes in ways that are misaligned and unexpected. This opaque nature of the models, often referred as black boxes, makes it difficult to fully understand and control decision-making processes made by algorithm weapons. So even very well-defined objectives may lead to unexpected or unintended results and eventually lead to unwanted consequences such as harm to civilians or conflict escalation. That said, one concept that has gained traction among CCW GGE is meaningful human control, where they discuss the minimum degree of human participation in decisions involving life or death. For the moment, the meaning of meaningful is not at all consensual among the group. And another trend emerging within the CCW is the two-tier approach. That is, some countries propose a level of prohibition to high-risk systems and another level of regulations for more acceptable technologies or lower-risk technologies. So whatever the approach to deal with the ethical implications of autonomous weapons should rely on, the ethical implications, we should rely on an interdisciplinary and intersector debate that includes the industry, as my colleague said, as well as North-South cooperation. I will talk a little bit about the role of the Global South in laws regulation.
Despite progress in international discussions on lethal autonomous weapon systems, countries from the global south remain underrepresented. This happens because limited resources and political barriers imposed by dominant actors hinder their participation. But this isn't just an ethical issue, it's a strategic one. If we want regulations that truly reflect the realities of war and security worldwide, their inclusion is essential. Organizations like Stop Killer Robots have worked to amplify their voices, but structural barriers persist. As a result, without meaningful integration, we risk creating rules that favor technologically advanced nations while neglecting those most affected by laws. Since 2023, the UN General Assembly has introduced resolutions to push the Convention on Certain Conventional Weapons, the CCW, toward bolder action. In contrast, unlike the CCW, which operates on consensus and only issues recommendations, the General Assembly provides a platform for more inclusive and enforceable regulations. This shift also, this is the last slide. Yes. This shift also opens the door for a greater participation from the Global South, which has often been sidelined in CCW negotiations. The Global South is taking a more active role in shaping international norms. A strong example is Brazil's bill, inspired by the European AI Act. While the European Union legislation doesn't explicitly address laws, Brazil's bill goes further and classifies them as high risk and even proposes a prohibition. This, in turn, challenges the idea that regulatory leadership only comes from traditional power centers. However, the bill is still awaiting approval in the Brazilian Congress. Stronger integration of the Global South. Many countries in the Global South face unintended consequences of AI-driven warfare, as an example, bias targeting systems, violation of international humanitarian law, and a growing security gap. Therefore, to create balanced regulations, we must invest in capacity building. This includes funding research, developing regulatory training programs, and fostering public-private partnerships to enhance expertise in these regions. AI is often framed as a purely technical challenge, but it is deeply cultural, political, and geopolitical. It shapes global power dynamics, security, and ethical standards. For this reason, the debate on laws must include the perspectives of those directly affected by these technologies. If Global South countries are excluded from decision-making, regulations will fail to address real-world challenges. And without inclusivity, any international agreement risks losing credibility. Those are our references. We are at disposal with our email. Thank you very much. Really appreciate it. Thank you. One question, only one question. Yes? Yes, please. This is maybe a little provocative one, but I see some conversions with my thesis about space, outer space, which is not very regulated either. And I would ask you, do you still believe in regulation and laws to handle those subjects? Because regarding space, it's more about responsible behavior than laws, because we actually, the geopolitical context prevents internationalization and international governance. So do you still believe in such a framework, like legal framework? I think we can all. Just a quick note. In my opinion, the process of multilateralism is under skepticism. So, in general, there's a lot of skepticism in terms of IAI regulation, and especially within CCW, where the discussions are taking 10 years. But still, this is a better forum and a better regulation process because it's the best we have.
I mean, so it's better to have it than the absence of this. So, but it's not. It does not mean that it's going to be compliant or complete in that sense. But it means that it can not only be also a regulatory process, but a way to uphold, trust within parties that are deconnected, so completely disconnected. So the main problem of those discussions is that it appears to be, a progressively deeper gap in between global North and global South countries, and that is not helping to frame geopolitical stability, and it could. So it may not achieve the way they think, but it may achieve a better stability process regarding cooperation and cooperative frameworks that can derive from it. Thank you. We have only a few minutes for the last one. Thank you. We finish at 6. Sorry, you're the last, but not the least. The previous panel took us 1 hour. Yeah, and they told that there was time to. So from Toulouse. So Oui. Yannick Pech from Toulouse, chapeau blanc versus chapeau noir. Ouais, non. C'est bon? Non, c'est pas bon. On m'entend? Oui, ok. Sorry in advance for my English. It's quite a bit rusted, so it will be the French touch today for the day. Donc, je vais essayer de faire rapide. Donc, ma proposition d'aujourd'hui se base sur mes travaux de thèse. Ma thèse a été soutenue il y a 2 ans, en 2023. Et j'ai questionné, en fait... alors, attendez. On va essayer de... OK. Alors, le contexte de ma thèse, c'est la cybersécurité et notamment plutôt le contexte des cyberattaques au niveau mondial qui devient de plus en plus préoccupant. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la cybermenace. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une hybridation entre les enjeux géopolitiques et les enjeux, on va dire, simplement plutôt liés à des aspects financiers. Donc on a une hybridation entre la cybercriminalité, pour le faire simple, avec la cyberguerre. L'année dernière, donc sur 2024, ce qui a été caractéristique, notamment par les rapports de l'ANSSI, ça a été justement des attaques plutôt logicielles. Donc jusqu'ici, il y avait beaucoup le vecteur humain, l'ingénierie sociale. Ça, c'est encore évidemment toujours d'avenir, mais il y a de plus en plus de failles logicielles, et notamment, on peut citer les dernières, hein, par exemple le moteur de Safari sur les systèmes Apple il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours, qui ont été patchés, puisqu'il y avait une faille assez sophistiquée d'après Apple, ce qui est quand même pas peu dire. Généralement, dans leur langage, ça veut dire que c'est très grave. Voilà, et dernièrement, le dernier patch Tuesday de Microsoft qui compte pas moins de 57 vulnérabilités corrigées, dont 7 zero-day flows, donc en gros les failles jour zéro, qui sont assez graves. Donc ma problématique de recherche était la suivante, très simplement, je me suis posé la question de savoir si les hackers n'étaient pas le chaînon manquant de la cybersécurité nationale en France, à savoir est-ce que justement on les sollicitait suffisamment, est-ce qu'ils étaient bien encadrés et surtout sollicités dans un cadre alors légal et en même temps, étant donné la nature de leur profil, il y a sans doute aussi quelque chose à faire et peut-être il faudrait peut-être déborder du cadre strictement légal pour pouvoir les intégrer correctement dans un dispositif
que j'appelle intelligent. Là, je me réfère en fait à tous les concepts de l'intelligence économique sur lesquels je me suis appuyé justement pour faire ma thèse. Un dispositif intelligent, pour faire simple, c'est un dispositif qui repose sur un système synergique avec une communication très fluide entre les acteurs. Donc typiquement, là, ça serait entre les hackers ou les communautés de hackers, l'État notamment, à travers toutes ces institutions, et pourquoi pas tout l'écosystème entrepreneurial avec les entreprises. Donc mon hypothèse de travail, c'était de questionner ça. Est-ce qu'il y a communication entre ces trois mondes, les communautés de hackers, les entreprises privées et l'État? Est-ce qu'au contraire, il y a une incommunication totale, ce qu'on ne discute pas du tout, ou finalement, d'un point de vue intermédiaire, est-ce qu'on a une forme d'incommunication, c'est-à-dire qu'il y a bien une coopération, mais elle est souvent utilitariste, en tout cas c'est ce que mes recherches démontrent, ce qui fait que finalement on s'en tient à quelque chose de purement utilitaire, et c'est ce qui fait qu'évidemment il ne peut pas y avoir un établissement de confiance suffisant entre tous ces acteurs. Rapidement sur la méthodologie, c'est une approche qualitative abductive. Donc c'était pour monsieur le gendarme de tout à l'heure a aussi travaille en ce moment sur une approche abductive. C'est assez rare d'un point de vue des inférences. Mais donc, alors qu'est-ce qui s'est passé? Dans le cadre de ma thèse, je me suis immergé. Alors, je suis un peu autodidacte en informatique. Je fais du pentesting, mais j'en ai profité durant mes années de thèse, 7 ans, c'est long, de me former encore plus et de m'immerger dans le domaine, finalement, dans le monde des hackers, de les côtoyer, de faire des captures de flags, donc, grosso modo, de rentrer dans le milieu des hackers. Voilà, donc j'ai passé 35 entretiens avec des spécialistes du sujet, que ce soit des hackers, de type d'ailleurs blanc, noir ou gris, donc autrement dit, voilà, un ancien noir, un ancien black hat, et puis une hackeuse grise, par exemple, anonyme en l'occurrence, et puis pas mal de hackers éthiques, donc 10 blancs. Voilà, donc après j'ai réalisé des études de cas pour tester, sonder un petit peu les relations entre la justice et les hackers, la police ou les forces de sécurité et les hackers, et finalement les entreprises également. Alors c'est inédit, je pense, dans le milieu de l'intelligence économique. J'ai essayé de caractériser, pourtant une longue histoire de l'école d'intelligence économique en France, j'ai essayé de caractériser l'intelligence économique. Je pense que ça n'avait jamais été fait. Donc la substance scientifique moelle, ça donne ça. Autrement dit, l'intelligence économique, sur lequel s'appuie ma thèse, c'est tout simplement, on va dire, un triptyque. Le triptyque de la praxéologie, c'est-à-dire une espèce d'action pratique, pragmatique par rapport au réel. Ensuite, l'usage de l'information comme étant finalement stratégique, centrale, et permettant de s'appuyer sur des connaissances actionnables. Et enfin, finalement, l'aspect réseau, l'aspect réticulaire qui est profondément important dans l'intelligence économique, puisqu'on part du principe qu'il faut créer de l'intelligence collective dans les organisations, que ce soit des entreprises ou évidemment des communautés de hackers, par exemple, et l'État. De fait, ça m'a permis d'élaborer une sorte de boussole un peu stratégique qui guide un petit peu mon analyse. À savoir, j'ai essayé de plaquer ces 8 critères, donc d'un point de vue par exemple de la posture mentale, de la posture cognitive, et d'un point de vue finalement d'un dispositif opérationnel plus concret, plus pragmatique. Donc en plaquant cette grille de lecture, j'ai pu justement analyser, sonder les rapports entre les hackers et les acteurs étatiques et privés par exemple. Alors, une étude de cas très rapide avec les PME, les rapports qu'entretiennent les hackers avec les PME, et puis toutes les cyberattaques évidemment qui touchent les PME notamment et les hôpitaux français. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, mais justement en plaquant ma grille de lecture sur le sujet, on en vient à des conclusions assez commune d'ailleurs, qu'il s'agisse des acteurs privés et des acteurs publics. Autrement dit, un manque cruel de sensibilisation, un manque d'acculturation à la cybersécurité pour les
pour les PME, ça peut, pour les hôpitaux, ça peut se comprendre parce qu'ils ont autre chose à faire. Mais globalement, il y a plus urgent et plus important. Mais une fois que les cyberattaques les touchent, ils ont beaucoup de regrets en fait par rapport à la gestion des structures, parce qu'ils se rendent compte que, par exemple, ne pas avoir un mot de passe qui verrouille un écran d'ordinateur, alors que c'est un peu la base, eh ben, ça peut être dramatique pour un hôpital, par exemple. Donc, globalement, si je dois résumer un petit peu pour ne pas prendre trop de temps, on a des points communs entre ces deux acteurs, privés ou, par exemple, les services publics, et on se rend compte que, c'est ce que je disais, un faible niveau de sensibilité, finalement peu de mesures concrètes mises en place, à part un peu des solutions techniques comme des pare-feux et des solutions antivirales, c'est assez basique, ça concerne pratiquement 98% des entités, mais ça ne va pas très loin. Et d'ailleurs, dernièrement, les rapports de l'ANSSI montrent que justement les pare-feux sont très attaqués, et les VPN également, et c'est plus ou moins ces deux cibles qui ont été ciblées, qui ont été concernés toute l'année 2024. Voilà, donc les autorités étatiques s'impliquent, mais souvent en aval, un petit peu en réaction aux attaques. Donc il manque de la proactivité, sans doute. Et puis de la part aussi des acteurs privés ainsi que publics, il y a peut-être un manque aussi de volonté d'aller chercher cette aide et d'aller chercher, pourquoi pas, des audits gratuits parfois, que certaines je pense à la gendarmerie, ils réalisent des audits gratuitement, donc c'est un peu dommage que les entreprises n'aient pas l'idée justement de faire appel à eux. Parce que là, ça n'a pas de coût. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi à noter, c'est ce manque de communication entre les équipes d'informatique et les autres services des entreprises, parce que finalement, c'est un peu du dialogue de sourds, on ne se comprend pas, on n'a pas les mêmes enjeux, on n'a pas les mêmes intérêts, ce qui fait que c'est dramatique justement au niveau de la sécurité des entités, parce que des fois même entre DSI et RSSI, vous pourrez comprendre quand même qu'il y a des liens très étroits, c'est des informaticiens, mais ce n'est pas du tout les mêmes enjeux, d'accord ? Ceux qui ont été formés à la sécurité n'ont pas tout à fait la même vision des choses. Voilà, donc évidemment il y a des budgets qui sont très faibles, généralement c'est en dessous de 5% par exemple au niveau des hôpitaux, ce qui est très très faible, et 5% c'est l'informatique au global, hein. Donc dedans il y a la sécurité informatique. Voilà, et alors ce qui est très intéressant, c'est que je me suis rendu compte que beaucoup d'hôpitaux, il y a beaucoup eu de retours d'expérience de la part des hôpitaux qui ont été attaqués depuis 2020, grosso modo une vingtaine d'hôpitaux en 3 ans. On s'est rendu compte que souvent les hôpitaux se plaignent de la faiblesse des RSSI. C'est-à-dire que c'est leur métier, la sécurité, mais ça ne suffit pas. Alors après, ils s'arrachent les cheveux, les RSSI, ils font de la sensibilisation, mais c'est dur. C'est un vrai enjeu, ça, hein, le pari de la sensibilisation dans toutes les entités, parce que ça rentre souvent par une oreille, puis ça sort par les autres, ça sort par l'autre, et donc c'est difficile. Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent, ils aimeraient faire appel à des profils atypiques, comme ils disent. Alors, ils ne les citent pas nommément, ils ne disent pas que c'est des hackers, mais il y a quand même l'idée que, tiens, le RSSI, pourtant, il a été formé à la sécurité, mais ça ne suffit pas, et donc il faudrait peut-être des profils plus offensifs, un petit peu plus atypique. Bon, la réponse à la cybermenace, elle est classique, hein. En France, en tout cas, elle prend cette forme-là. Et finalement, peut-être qu'on n'a pas suffisamment requis les services des hackers dits éthiques. Alors, c'est une question. Est-ce qu'un hacker peut être éthique ? Tout est là. Alors, c'est un concept qui a été inventé d'ailleurs par IBM, hein. Dans les années 90, il a fait Flores, en France on le retrouve par exemple, mais qu'est-ce que ça veut dire fondamentalement ? Éthique, c'est-à-dire moral ou légal. Donc en réalité c'est plutôt un hacker légal, le hacker éthique. Cela dit, ça pourrait être intéressant de parler d'éthique au sens où, du point de vue de l'éthos, si par exemple on a des valeurs, nous, occidentales, européennes, françaises, à protéger, peut-être qu'en fait, il ne faudrait pas s'enfermer dans ces valeurs-là, c'est-à-dire être capable, un peu comme dans la guerre informationnelle, de faire, nous aussi, alors pas de la désinformation, mais de construire des narratifs qui vont essayer de déconstruire un petit peu les narratifs adverses qui, eux, n'ont pas de problème à finalement désinformer ou mésinformer massivement. Donc je pense qu'il y a cette réponse à faire. Alors, la France fait des cyberattaques depuis 2018 officiellement, ça c'est sûr, mais est-ce qu'on a suffisamment de moyens et est-ce qu'on se permet
des choses que nos adversaires se permettent, ou voire nos alliés, ça c'est autre chose. Voilà, donc, alors je n'ai pas parlé de mon concept d'intelligence cyber, vous avez peut-être compris, c'était justement l'association entre l'intelligence économique et la cybersécurité. Intelligence cyber, ça veut dire simplement qu'on fait de l'intelligence économique appliquée au monde de la cybersécurité, avec tous ces critères que j'ai évoqués tout à l'heure. Et donc, je plaide pour, alors je n'ai pas d'enjeu financier là-dedans, je n'ai pas d'action chez les hackers, parce que tout simplement, c'est un peu compliqué, mais simplement, voilà, je plaide pour une intégration des hackers, alors éthique, mais voilà, il faut se poser la question. Est-ce que justement, il ne faut pas intégrer, il y a des hackers qui se disent beaucoup complètement patriotes. Est-ce que ce n'est pas ceux-là qu'il faut intégrer, y compris s'ils ont des passés douteux, y compris par exemple s'ils sont gris, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen de les encadrer pour être peut-être plus performants, hein. Il y a des experts français qui parlent justement d'un manque de niveau technique. Les meilleurs hackers français seraient déjà partis, en réalité. Ce qui fait que probablement les meilleurs hackers, c'est ceux qui sont au niveau de l'intermédiaire, c'est-à-dire les gris, parce qu'ils peuvent souvent transgresser, alors qu'un hacker éthique ne peut faire des choses qu'en cadre d'un contrat. Voilà, je vais m'arrêter. La question que je me pose finalement, c'est quoi? Est-ce qu'il est permis? Est-ce qu'il est possible d'encadrer, d'intégrer efficacement les hackers dans un dispositif intelligent de cybersécurité nationale? 3 scénarios, soit les institutionnaliser, donc là c'est un vrai enjeu parce qu'il faut qu'ils acceptent, et puis bon, ils ont des profils particuliers, mais le danger, ça serait par exemple finalement ils se perdent un petit peu dans une rente de confort, ils perdent un petit peu cet esprit d'attaquant et cet esprit de transgressivité et de créativité. Ne pas les institutionnaliser du tout, c'est ce qu'on fait, c'est la situation actuelle, donc c'est très opportun, donc on fait appel à eux, mais de manière très intéressée, ce qui est peut-être pas bon pour la confiance qu'on pourrait créer. Juste un exemple, le Chaos Computer Club allemand, ça n'existe pas en France. Et pourtant, c'est une structure qui a voix au chapitre auprès des parlementaires allemands. En France, ça n'existe pas. Si, il y en a eu un faux qui a été créé par la DST il y a quelques années, et ça s'est mal passé, bien sûr, puisque c'est de là que les meilleurs hackers français sont partis du pays. Voilà, et grosso modo, les co-institutionnels, ça serait intéressant. Il faudrait par exemple trouver un acteur de confiance, un acteur réseau, qui ferait un petit peu le meilleur, enfin, qui connaîtrait les 3 mondes, peut-être un ancien des services de renseignement avec une expérience entrepreneuriale. Et bien sûr avec... alors ça peut exister, hein. Je pense à Laurent Oudot de Tetris, une entreprise de cybersécurité française, qui a un petit peu ces 3 casquettes. Voilà, parce qu'il était un ancien de la DGSE, entrepreneur aujourd'hui et hacker assez reconnu dans le pays. Donc peut-être qu'un acteur réseau comme ça serait intéressant, donc polyvalence, neutralité, légitimité, pour pouvoir justement faire un petit peu tisser quelque chose de plus construit et moins opportuniste. Voilà. Et je finis juste sur cette citation parce qu'elle est très disante, elle est très significative. Un expert français qui parle justement de ce manque de collaboration étroite entre tous les acteurs, puisque là on est au niveau national. Et je vous laisse lire, hein. En gros, en France, oui, on a des valeurs, on est un état de droit, mais est-ce qu'il faut pour autant se laisser frapper finalement par les attaquants? Est-ce qu'il ne faut pas nous-mêmes être offensifs, donc avoir ce mindset un petit peu d'attaquant et de hacker? C'est ce pourquoi ils plaident, on le voit ici, puisque il y a peut-être quelque chose à faire en termes de synergie, tout est à construire.